Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Péché moignon. Cher ami de l'Afrique au sud du Sahara. Dans cette aventure que je commence avec vous, j'ai envie de faire quelques considérations. Cela me semble important pour la compréhension du lecteur, que nous lui disions, vous et moi, ce qui constitue l'objet de notre discussion. Vous vous occupez de l'Afrique, dans vos articles, dans vos interviews à la télévision, dans les nombreux livres que vous publiez. Cela fait plus de 20 ans que vous ne faites que ça, ou presque. Vous êtes donc ce qu'on appelle un spécialiste de l'Afrique. Vous la connaissez mieux que le commun des mortels. C'est du moins ce que l'on dit de vous, et de ceux qui, comme vous, ne parlent que de l'Afrique. Si vous connaissez l'Afrique, vous n'en restituez très souvent qu'une image distordue, fausse, imparfaite, falsifiée. Vous la présentez sous un jour qui n'est pas le vrai. C'est d'ailleurs une de vos dernières prouesses qui m'a obligé à m'adresser à vous. L'Afrique, on le sait, est le berceau de l'humanité. C'est maintenant une évidence que personne n'ose nier sans se couvrir de ridicule. Ce continent, qui abrite environ 900 millions d'âmes, est en proie à des turbulences qui semblent ne plus finir. L'observateur peu attentif, ce n'est pas de vous que je parle, pourrait se laisser aller à des conclusions hâtives. Il pourrait penser par exemple que l'Afrique n'est que corruption, guerre civile, maladie, cannibalisme, catastrophe naturelle. C'est à peu près ce qu'on lui raconte dans les journaux qu'il lit, dans les reportages qu'il peut voir à la télévision, et dans beaucoup de livres qui ont le continent noir pour objet d'étude. Il pourrait penser ensuite que l'Afrique n'est que génocide, faim et malnutrition, qu'en Afrique les jeunes s'abandonnent à l'alcool et à la débauche, que les traditions africaines sont rétrogrades, que l'Afrique et la démocratie font d'eux. On ne dit pas autre chose dans les revues spécialisées, dans la page africaine de la grande presse. Il pourrait penser, enfin, que le continent africain ne produit rien de bon, qu'il compte pour presque rien dans la marche du monde, la fameuse mondialisation. Comment lui en vouloir, quand on sait que c'est le discours en vogue chez maints économistes dans les pages spécialisées, à l'université, dans les conférences à travers le monde. Que notre observateur en arrive à de telles conclusions, n'a rien d'étonnant. Les spécialistes de l'Afrique se chargent, le plus souvent, de fournir à leurs lecteurs, auditeurs et téléspectateurs, une sorte de kit qui condenserait tout ce qu'il faut savoir sur l'Afrique. L'indispensable en somme. Car tout le monde sait que ce continent est complexe. Très complexe. Il a besoin de spécialistes pour le rendre plus accessible au commun des mortels, aux citoyens lambda comme on dit. Les spécialistes explicitent. Mais ils ne font pas que cela, ils font de l'amalgame, brouillent les pistes, simplifient. Et ils mentent. Faut-il s'en étonner? Non, bien sûr. Ce n'est pas nouveau. C'est vieux comme le monde. C'est même une habitude. Un vice. Un péché mignon. Permettez-moi donc, chers spécialistes en ce début de parcours, de faire une promenade dans le passé. Rassurez-vous, ce ne sera pas long. Juste le temps de rappeler 2 ou 3 choses. Comme toutes les histoires d'amour, la relation entre les africanistes et le continent noir est passionnante. Châtiment divin. Tout commence il y a longtemps, très longtemps. Ce n'était pas encore l'ère des africanistes. C'est la sagesse biblique, qui penchait son regard sur ces habitants de la terre qui avaient des caractères somatiques un peu trop prononcés, une peau un peu trop mélaninée. Ça s'appelle la malédiction de Cham. La malédiction de Cham, c'est l'un des mensonges les plus grossiers des rédacteurs de la Bible. L'épisode entier est relaté en Genèse, chapitre 9, versets 20 à 27. Je résume. Cham, l'un des fils de Noé, voit son père nu, contrairement à ses 2 frères Japheth et Sem. À cause de cette faute, il est maudit. Plus précisément, c'est son fils à lui, Canaan, qui est maudit. De quelle malédiction s'agit-il? Laissons parler le livre. Maudit soit Canaan. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem et que Canaan soit leur esclave. Cham c'est, nous dit-on, l'ancêtre des Africains, Japheth celui des Indo-Européens, et Sem celui des Sémites, Persans, Égyptiens, Babyloniens, Éthiopiens, etc. Sur la base de ce texte, l'Église a justifié, expliqué et encouragé l'esclavage. La littérature à ce sujet est abondante. Un exemple, au hasard. Il nous vient d'un saint. Et pas n'importe lequel,
Saint Augustin, auteur des célèbres Confessions. En bon connaisseur de l'Écriture, il cite Proverbes, chapitre 10, verset 4. Le fils avisé sera sage et se servira du frère crétin comme d'un esclave. Et il ajoute: Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, dit Jésus, Matthieu 7, 20. C'est pour cela que Cham fut maudit dans son fils, c'est-à-dire dans son œuvre, le mauvais frère et l'esclave en son fils, c'est-à-dire en son œuvre des bons frères, lorsque ceux-ci soumettent délibérément les méchants, soit pour les accoutumer à la patience, soit pour tirer profit de leur savoir. Moins prestigieux que saint Augustin, Maurille de Saint-Michel n'en est pas moins important. Dans son livre Voyage des îles Camercans, il se laisse aller à cette envolée. Cette nation porte sur le visage une malédiction temporelle, et est héritière de Cham, dont elle est descendue. Ainsi elle est née à l'esclavage de père en fils et à la servitude éternelle. Dieu a épandu les Européens pour habiter les demeures des Américains, descendus de Sem, et les descendants de Cham qui sont nos nègres africains les y servent. Je suis beau joueur. Des moments de lucidité ne sont pas rares chez vous. Comme quand vous précisez que l'épisode de la malédiction de Cham est très probablement un rajout. Et comme c'est souvent le cas, il est très approximatif. Dans les manuscrits de la mer morte, considérés comme un original de la Bible, il n'est fait aucune mention de la malédiction. Il est plutôt question d'une fête censée remercier Dieu pour avoir échappé au déluge. Mais qu'importe, puisque l'objectif était noble. Après tout, on ne s'en prenait qu'aux nègres, pourquoi en faire un plat? Que ce récit ait été utilisé par certains pères de l'Église pour prouver que l'Afrique a bel et bien été maudite par Dieu, montre combien l'Église sait tirer profit de la manipulation quand la chose sert ses intérêts. Et dire que des millions de personnes sont mortes sur la base de cela. La malédiction biblique de Cham a inspiré beaucoup de penseurs, philosophes et autres. Je ne vais pas dresser la liste de ces messieurs. L'exercice serait long, fastidieux et certainement non exhaustif. Je vais me contenter de prendre ici et là quelques florilèges. Je passe rapidement, avec votre permission, sur les hommes de l'Église qui se sont âprement disputés sur la question de savoir si l'homme noir avait ou non une âme. Il a fallu quelques dizaines d'années pour que la question soit tranchée. Le noir est donc un homme. Et il a une âme. Ouf! Il peut donc être évangélisé. Enfin, pas tout de suite, car ce n'est pas évident, même si ça en a l'air. Si en effet, Dieu a maudit ces êtres si particuliers, pourquoi les évangéliser? La chose se peut-elle sans courir le risque de s'attirer les foudres de l'Éternel? Dans le doute, on confiera la question à Dieu lui-même. Ce sera par le canal d'une prière collective. Oyons. Prions aussi pour les très misérables peuples éthiopiens de l'Afrique centrale. Que le Dieu Tout-Puissant libère un jour leur cœur de la malédiction de Cham, et qu'il les bénisse en Jésus-Christ notre Seigneur. Tenez cet autre chef-d'œuvre de la bonne conscience des bourgeois. Tout le monde sait que l'Afrique est riche, très riche. On sait que le sous-sol africain est gorgé de merveilles divines, du pétrole au gaz, du diamant à la bauxite, de l'uranium au coltan. Que faire si ces nègres d'Afrique s'avéraient incapables d'administrer à bon escient tout ce don du ciel? Un dignitaire de l'Église, R.P. Müller, fournit cette réponse lumineuse. L'humanité ne doit pas, ne peut pas souffrir que l'incapacité, l'incurie, la paresse des peuples sauvages laissent indéfiniment sans emploi les richesses que Dieu leur a confiées avec mission de les faire servir au bien de tous. C'est clair comme de l'eau de roche, pour parler comme dans les rues de Yaoundé. Pourquoi en effet, le monde entier souffrirait-il à cause de quelques millions d'hommes qui ne savent pas administrer les biens de la communauté mondiale? Débarrassons-les de toutes ces babioles dont ils ne savent que faire. Libérons-les de tous ces biens dont le bon Dieu, probablement distrait ce jour-là, les a encombrés. C'est un grand service qu'on leur rend. Mais en fait, que veulent-ils ces nègres? De quoi rêvent-ils? Quelles sont leurs aspirations premières? Accéder au bien-être? Non. Améliorer leurs conditions économiques et matérielles? Non plus. Veulent-ils par hasard être libres de faire ce que bon leur semble? Avoir la liberté de vivre comme ils le désirent? Encore une fois, non. Ils n'ont que faire de ces exotismes. Ils se moquent de ces futilités. C'est d'autre chose qu'ils veulent, les nègres. Ce qu'ils désirent avant tout et par-dessus tout, ce n'est pas l'amélioration de leur situation économique et matérielle, mais bien la reconnaissance par le blanc et son respect,
pour leur dignité d'homme, pour leur pleine valeur humaine. Qui donc est l'auteur de ces paroles pleines d'amour et de compréhension envers les Noirs? C'est un autre père de l'Église, Placide Temples. Missionnaire belge et défenseur engagé de la philosophie bantoue. L'homme blanc, magnanime, qui veut bien pencher son regard sur le nègre souffreteux et misérable, c'est un thème récurrent de la bourgeoisie chrétienne. Il aime le noir, notre Père. Il l'aime tellement qu'il ne permet pas la moindre tentative d'émancipation. Le noir doit rester tel qu'il est. Dieu l'a fait sauvage. Que l'homme ne change pas ce que Dieu a établi. J'exagère? Pas du tout. Qu'on en juge par ses propos édifiants. Il serait vraiment inouï que l'éducateur blanc s'obstine à tuer dans l'osme noir son esprit humain propre. Cette seule réalité qui nous empêche de le considérer comme un être inférieur. Ce serait un crime de lèse-humanité, d'émanciper les races primitives de ce qui est valeureux, de ce qui constitue un noyau de vérité dans leur pensée traditionnelle. Qui s'aviserait de changer un chien en un mouton, un légionnaire en un marine américain, ou encore un garde suisse en un carabinier italien? Personne, naturellement. Pourquoi donc émanciper l'homme noir, avec le risque de transformer la bête nègre en homme civilisé et raisonnable? On ôterait ainsi au nègre son côté exotique, aux grandes dames des touristes européens qui, on le sait, sont friands de ces choses-là. Pourquoi enlever au nègre ce qui le rend intéressant aux yeux de l'Européen? Et si du même coup on évite de s'opposer au plan de Dieu, c'est encore mieux, n'est-ce pas? Les Lumières. De même que la guerre était une entreprise trop importante pour être laissée aux seuls soldats, comme aurait dit Clémenceau, la culpabilisation du nègre pour mieux la servir est une entreprise trop sérieuse pour être confiée à la seule Église. Il faut y mettre un peu de rationnel, y ajouter un peu d'intelligence et un zeste de logique. Bienvenue donc aux Lumières. Bienvenue dans le monde de l'intellect, du triomphe de la raison sur le préjugé. Enfin presque. Suffit-il par exemple d'avoir une âme pour être un homme, au même titre que les autres hommes blancs en particulier? La question peut paraître banale. Elle l'est en effet, tellement la chose paraît évidente aujourd'hui. Mais cela n'a pas toujours été le cas. En témoigne ce passage. La race des nègres est une espèce d'hommes différente de la nôtre. On peut dire que si leur intelligence n'est pas d'une autre espèce que notre entendement, elle est très inférieure. Ils ne sont pas capables d'une grande attention, ils combinent peu et ne paraissent faits ni pour les avantages, ni pour les abus de notre philosophie. Ils sont originaires de cette partie de l'Afrique comme les éléphants et les singes. Ils se croient nés en Guinée pour être vendus aux Blancs et pour les servir. J'ai presque honte de le dire. Celui qui parle ainsi, c'est Voltaire. Oui, Voltaire. Celui des lettres philosophiques, du traité sur la tolérance. On se demande comment un esprit aussi clairvoyant et lumineux que le sien a pu se laisser aller à des considérations aussi candides. On voudrait croire que ce n'est qu'un égarement, que la main du maître s'est laissée distraire par on ne sait quel esprit malin. Il n'en est rien, car Voltaire n'est pas homme à parler en l'air. Pour preuve, ces autres propos qu'il met dans la bouche du nègre de Suriname. Quand nous travaillons aux sucreries et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main. Quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe. Je me suis trouvé dans les deux cas. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Cependant, lorsque ma mère me vendit 10 écus patagons sur la côte de Guinée, elle me disait « Mon cher enfant, bénis nos fétiches, adore-les toujours, ils te feront vivre heureux, tu as l'honneur d'être l'esclave de nos seigneurs les Blancs et tu fais par là la fortune de ton père et de ta mère. » On n'est plus surpris dès lors de découvrir de quelle manière le maître de la polémique conçoit la hiérarchie entre les différentes espèces qui peuplent notre univers. Les Blancs sont supérieurs à ces nègres, comme les nègres le sont aux singes et comme les singes le sont aux huîtres. Amen. Voilà quelques-unes des perles qu'on trouve dans la pensée de Voltaire. Et comme on le verra par la suite, cela est loin d'être un cas isolé. Bien sûr, et heureusement, Voltaire a écrit beaucoup d'autres choses mieux inspirées. Mais pour reprendre votre expression, qu'une tête bien faite comme la sienne puisse se laisser aller à tant de stupidité et de racisme, et voilà bon nombre de ses concitoyens autorisés à suivre l'exemple du maître. Si Voltaire l'a dit, c'est forcément vrai. Une autre sommité de la pensée française a commis un volumineux recueil de textes, L'Esprit des lois.
Montesquieu, c'est de lui qu'il s'agit, n'y va pas par 4 chemins pour expliquer le bien fondé de l'esclavage. Si j'avais à soutenir le droit que nous avons eu de rendre les nègres esclaves, voici ce que je dirais. Ceux dont il s'agit sont noirs, des pieds à la tête, et ils ont le nez si écrasé qu'il est presque impossible de les plaindre. 21. En voilà un autre qui donne dans le racisme facile. Le bon sens, dont on dit qu'il est la chose du monde la mieux partagée, manque de toute évidence dans ses propos. Dans un autre chapitre, je reviendrai sur l'esclavage et la traite négrière qui sont 2 des questions les plus controversées de votre livre, en même temps qu'elles représentent un terrain idéal pour mesurer la mauvaise foi des maîtres à penser du révisionnisme qui semble être à la mode aujourd'hui dans une certaine classe politique et intellectuelle. Non, Voltaire n'est pas seul. Il est même en très bonne compagnie. Qu'il ne vienne surtout pas au lecteur l'idée d'aller chercher du côté de la littérature classique. Il pourrait tomber sur des passages comme celui-ci, d'un mensonge si noir justement irrité, je devrais faire ici parler la vérité. Ou encore, pour parvenir au bout de ces noirs amours, l'insolent de la force empruntait les secours. Même enveloppées de prose, ces répliques tirées d'une œuvre théâtrale de Racine ne parviennent que timidement à masquer leur caractère raciste. On imagine le désarroi de l'élève ou de l'étudiant africain qui, dans son programme, doit étudier et commenter des passages de ce genre. Précision scientifique. Vous connaissez autant que moi le pouvoir de la science, ce formidable moyen d'investigation, qui ne cesse de faire reculer les limites de l'ignorance, de la superstition et des tas d'autres choses. Noble entreprise s'il en est. Seulement, la science n'a pas manqué d'apporter sa bienveillante contribution à ce racisme que j'évoquais plus haut. Si elle ne cesse de se proclamer universelle, la science sait aussi être préférentielle quand elle le veut. Ici encore, ce sont les esprits les plus brillants qui ont donné à la postérité les meilleures perles. Voici par exemple ce qu'on peut lire dans un texte du Xe siècle. Ce qui est au sud de l'équateur est occupé en partie par la mer, et le reste est extrêmement chaud. Les habitants s'y écartent assez de la nature humaine. Qui croirait que l'auteur de ces propos est un monument de la médecine ? Pas grand monde. C'est pourtant le médecin grec Galien, 123 à 201, qui a eu cette inspiration lumineuse. Il ne s'est pas limité à élaborer une théorie des climats, qui expliquerait tous les malheurs des habitants de ce côté du globe. Le portrait du nègre, tel que brossé par l'illustre médecin de l'Antiquité, est une chef-d'œuvre qui mérite de ne pas être oubliée. Lisons. Cheveux crépus, narines dilatées, lèvres lipues, barbe rare, orteils et doigts en fourchette, membres virils longuets, peau malodorante, teint sombre, appétit dépravé, amour des réjouissances. Pas moins. Si l'anthropologue Paul Broca nous rappelle, chiffre à l'appui, que le cerveau blanc est plus lourd que le noir, si un autre savant, le docteur Topinard, ajoute, chiffre à l'appui lui aussi, que ce cerveau blanc est plus volumineux que le noir, le message subliminal est on ne peut plus net. Un cerveau plus lourd et plus volumineux ne signifie qu'une chose. On tient enfin la preuve scientifique de la supériorité des Européens sur le reste du monde. Je sais, chers spécialistes, que je ne vous apprends rien car j'imagine que vous avez lu ces grands hommes. Tout comme j'imagine que vous connaissez Avicenne, le grand médecin arabe. Il sait que la peau du crâne des Noirs est très dure et laisse passer difficilement les cheveux. Cela explique, selon lui, pourquoi les Noirs sont moins menacés par la calvitie que les autres hommes. C'est simple, mais fallait y penser, n'est-ce pas ? Plus près de nous, un autre livre, Les pays tropicaux, exprime des points de vue semblables. On y apprend par exemple, sous la plume d'un certain Monsieur Gourou, qu'il n'y a jamais eu de grande civilisation tropicale. Que les pays chauds se trouvent devant d'un dilemme. Stagnation économique et sauvegarde des indigènes, ou développement économique provisoire et régression des indigènes. Que sur les pays tropicaux pèse une sorte de malédiction géographique. Encore une malédiction. J'en viens, chers spécialistes, à une sommité du prétendu monde intellectuel, Renan. Bien sûr que vous connaissez l'auteur de la célèbre Vie de Jésus. C'est aussi l'auteur de la Réforme intellectuelle et morale, dans lequel on peut lire ces lignes célèbres. La nature a fait une race d'ouvriers, c'est la race chinoise d'une dextérité de main merveilleuse sans presque aucun sentiment de l'honneur.
gouvernez-la avec justice, elle sera satisfaite, une race de travailleurs de la terre, c'est le nègre, soyez bons pour lui et humains et tout sera dans l'ordre, une race de maîtres et de soldats, c'est la race européenne. Réduisez cette noble race à travailler dans l'ergastule comme des nègres et des Chinois, elle se révolte. Plus loin, l'homme éclairé ajoute, comme pour être tout à fait certain d'être bien compris, que chacun fasse ce pour quoi il est fait, et tout ira bien. Égarement de cette lumière? Non, bien sûr. C'est un propos réfléchi, pensé, analysé. La preuve, dans la préface d'un autre livre, Dialogue philosophique, Renan remet ça. Les hommes ne sont pas égaux, les races ne sont pas égales. Le nègre, par exemple, est fait pour servir aux grandes choses voulues et conçues par les Blancs. Le nègre qui travaille la terre au service du Blanc, noble, maître, soldat, tout y est. Ce n'était pas encore la répartition des tâches, l'emotion aux uns, la raison aux autres, cher à l'agrégé poète président chantre de la négritude. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.